Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 19h45, donc voici le sommaire. On parle de la confiance en soi qui permet de rester en totale possession de ses moyens. Elle offrirait la possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre des risques. Et on parle aussi de cette maladie gynécologique qui touche près de 10% des femmes. L'endométriose, encore méconnue, elle est souvent diagnostiquée tardivement. Enfin, littérature de l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier dont l'édition, un métier bien particulier. Merci de nous préférer pour vous informer. La confiance en soi, tout comme l'estime de soi, est un état d'esprit qui permet de combattre le doute, l'incertitude, la peur, et qui empêche de se sentir capable de relever des défis. Comment renforcer au quotidien sa confiance en soi? Patrick Adiaboudjou nous en parle. Elle ne figure pas au rang des qualités innées, mais elle est un état d'esprit. La confiance en soi est la ferme assurance que l'on a de s'affirmer, de révéler ses capacités en toutes circonstances, d'accepter ses limites et de se surpasser. La peur, le sentiment d'infériorité et le doute sont ses plus grands ennemis. Pour gagner en confiance, il faut se connaître soi-même. Beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs en motivation vont vous demander de répéter des paroles motivantes, affirmative chaque matin pour pouvoir développer votre confiance en vous. Mais cela ne marche pas toujours de cette façon. Il faut que l'individu prenne conscience de ce qu'il est, de ses croyances, de ses valeurs, de son origine. Être conscient de tout ce qu'il y a en soi et autour de soi. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Parce que très souvent, nous n'avons pas le courage de regarder en face ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour savoir ce que nous sommes capables de faire, il faut d'abord connaître ses forces et accepter ses faiblesses. Après cette étape de connaissance de soi, il est nécessaire de reconnaître que le manque de confiance en soi est une dimension de notre personnalité sur laquelle il est possible de travailler. Nous avons ce qu'on appelle l'image de soi, qui est ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon origine? Quelles sont mes croyances? La seconde étape est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je vaux. Quelle est ma valeur? Et c'est seulement en troisième position que nous avons la confiance en soi, qui est ce que je suis capable de faire, ou ce que je me sens capable de faire. Et ce n'est qu'au-dessus de ces trois éléments-là qu'on a l'affirmation de soi, qui est ma capacité à faire ou à ne pas faire les choses. La confiance en soi est une qualité indispensable, surtout en milieu professionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Et c'est pour éviter de ne pas avoir trop confiance en soi qu'on dit, quelles que soient vos assurances, il faut toujours vous mettre à l'épreuve. Il faut qu'il y ait toujours cette marge de manœuvre où, oui, vous doutez un peu pour dire, bon, ok, je vais me mettre devant le fait. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Il faut s'entraîner, il faut s'habituer et il faut surtout échouer, apprendre de ses erreurs. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, au départ, cela augmente votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous est augmentée, cela a une répercussion automatique sur les choses que vous êtes capable de faire ou les choses que vous faites dans l'instant. Avoir confiance en soi est le socle de toute réussite, un sentiment de sécurité qui libère du doute et des incertitudes. On parle à présent de l'endométriose. C'est une pathologie, une maladie gynécologique, j'y arrive, qui ne touche que les femmes et qui se caractérise par la présence hors de la cavité utérine de tissus semblables à celui de la muqueuse de l'utérus. Longtemps ignoré et parfois très difficile à vivre au quotidien, l'endométriose, cause et conséquences, facteurs de risque également, avec Amandine Aniamosu. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique longtemps passée sous silence. Elle bouleverse le quotidien des femmes en âge de procréer. La première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais
eu cette information, j'ai jamais entendu ça une fois. Bon, endométriose, ce terme, bon, je ne maîtrise pas trop. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi. Peu connue, la pathologie va au-delà des règles douloureuses. Elle est causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Quand on parle d'endométriose, c'est que des cellules de la même nature que les cellules de l'endomètre sont implantées hors de ce champ. La situation de l'endométriose pourrait se retrouver à beaucoup d'autres endroits que dans le pelvis, dans le bas-ventre de la femme. La première catégorie de signes sera les douleurs pendant les règles et les douleurs au bas-ventre. C'est des douleurs qui peuvent apparaître au moment des rapports sexuels. C'est des douleurs d'intensité de plus en plus croissantes avec le temps. Il va y avoir aussi des saignements exagérés pendant les règles. C'est une situation souvent qui est couplée avec des problèmes de fertilité. C'est une maladie complexe. C'est sans doute pour cette raison qu'elle est souvent mal ou tardivement diagnostiquée. Il peut s'écouler 8 à 10 ans entre les premiers symptômes et la confirmation du diagnostic. C'est fréquent chez les jeunes filles d'avoir des règles douloureuses et on dit que c'est normal. On donne quelques calmants et si la fille continue à se plaindre, on dit qu'elle fait bébé. Mais en fait, on n'a pas su diagnostiquer. L'endométriose donne des fois des niveaux de douleur vraiment au-delà du supportable, malgré l'utilisation de médicaments. Lorsque la maladie est très évoluée, donc, on peut avoir recours à la chirurgie. Et la chirurgie peut être très mutilante. Il n'existe pas encore de traitement définitif de l'endométriose, mais des associations se battent aujourd'hui pour mieux faire connaître la maladie. La première action que nous menons, c'est de sensibiliser, informer et accompagner. Et en parlant d'accompagnement, nous essayons d'écouter ces patientes-là. Nous permettons à ces patientes d'avoir un bon suivi en leur indiquant des centres où elles pourront se faire diagnostiquer le mal. Parce que c'est déjà après le diagnostic, il faut savoir si on souffre d'endométriose ou pas. Toute la société doit s'intéresser à cette maladie-là. Parce que ce n'est pas uniquement les femmes qui sont concernées. Et comme je le dis, une femme qui souffre d'endométriose, c'est tout son entourage qui est touché. Avant d'apprendre à vivre avec une maladie, il faut d'abord prendre conscience qu'on en est atteinte. Et vivre avec l'endométriose est une lutte de chaque instant. Sur un autre registre, littérature, à présent, on parle de cet interlocuteur de l'écrivain. Le plus proche d'ailleurs, c'est l'éditeur. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur du livre. Sa fonction consiste à encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Un travail qui nécessite un savoir-faire particulier qui nous est expliqué ici. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ces idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées.
Hors de nos frontières à présent, l'offensive russe en Ukraine ne permet pas à certains pays africains, dont l'Afrique du Sud justement, d'exporter ses pommes et ses poires. Des fruits de saison qui risquent de pourrir en mer ou d'être cédés à vil prix. Explication ici avec nos confrères de France 24. Dans la province du Cap, la haute saison pour les pommes et pour les poires se termine. Habituellement, plus de 20% des poires sud-africaines sont exportées vers la Russie. Mais ces derniers fruits de saison seront cette année écoulés à bas prix sur le marché local. Personne pourtant ne sait que faire de la majorité de la production qui se trouvait déjà en mer quand la guerre a commencé. On estime qu'entre les pommes, les poires et les prunes, plus de 800 000 cartons sont coincés en mer ou dans les ports européens, faute d'avoir pu atteindre la Russie. Pour tous les fruits, les gens se précipitent pour trouver d'autres marchés. Mais ils vont se retrouver en Europe avec un énorme surplus. À en croire les experts, les fruits risquent même d'être pourris avant de pouvoir être consommés. Dans son bureau du Cap, le ministre provincial de l'Agriculture cherche partout d'autres débouchés. Certains de ces exportateurs ont déjà décidé de dérouter les bateaux sur Rotterdam. Une partie de la cargaison pourra être débarquée et même être offerte à titre d'aide humanitaire en Pologne ou en Ukraine. La guerre aura aussi un impact sur les céréales. 40% du blé consommé en Afrique du Sud vient d'Ukraine. Les fermiers sud-africains peuvent essayer de planter plus de blé cet hiver pour compenser le déficit, mais ils expliquent que les récoltes reviendront chères. Tout le monde dit que le prix du blé va exploser, mais les coûts de production aussi augmentent. Tout ça n'est pas nécessairement au profit des fermiers. Les coûts de production pourraient doubler en raison notamment des engrais, dont 90% provenaient de Russie. Toutes les plantes seront donc affectées, y compris celles qui servent à alimenter le bétail. Sur cette ferme, depuis le début de la guerre, on a déjà eu un surcoût de 50 centimes par litre de lait. Les agriculteurs sud-africains gèrent donc la situation au jour le jour, mais ils sont convaincus que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aura un impact sur leurs revenus comme sur ceux du consommateur. Et c'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.